deux jeunes frères d'Itri, et on faisait des hypothèses. On faisait des hypothèses. Chacun essayait de dérouler des hypothèses par rapport à l'assassinat de ce ministre-là, qui est le ministre de la Défense. Alors, la première hypothèse, que tout individu lucide, intelligent, et actuellement tous les Maliens, la plupart des Maliens sont en train aussi de dérouler les hypothèses. La plupart des autorités maliennes vivent à Kati. Ils ne vivent pas à Bamako, ils vivent à Kati. Kati, c'est 15 ou 20 km de Bamako. C'est leur quartier général. C'est une forteresse parce que c'est un pays en guerre. Eux tous vivent là-bas avec leurs épouses, leurs amis, les officiers. Eux tous vivent là-bas. Et c'est une forteresse qu'on peut dire imprenable. Parce que quand vous êtes dans un pays en guerre et que vous-même, votre vie peut être menacée à tout moment, vous savez prévenir les attaques. Donc, la plupart des officiers qui sont au niveau du Mali, ils vivent à Kati. Kati qui est une forteresse. Le mot a un sens. C'est une forteresse. C'est-à-dire, c'est un endroit hyper sécurisé, avec des checkpoints, avec un dispositif militaire assez impressionnant, beaucoup d'armes, des chars d'assaut qui sont dans les rues, des troussettes qui sont positionnés sur les types et tout ça. Donc c'est un dispositif impressionnant. Alors, la première question qu'on doit se poser, est-ce qu'il y a eu une attaque djihadiste sur Kati? Oui, il y a eu une attaque. Mais comment se fait-il que, malgré le dispositif sécuritaire, malgré malgré le dispositif sécuritaire, malgré cette forteresse, le ministre de la Défense a été aussi facilement tué? Est-ce que le ministre a été tué par un véhicule kamikaze ou bien les gens ont profité de l'attaque pour faire des règlements entre eux? Ce sont des hypothèses, des hypothèses de journalistes. On va arriver quelque part, vous allez comprendre pourquoi on pose ces hypothèses-là. Si c'est un véhicule kamikaze qui a été lancé contre le domicile du ministre, qui lui aussi habite autour d'autres barons, est-ce que le véhicule a franchi plusieurs barrières? Combien de barrières le véhicule a franchi avant d'aller atteindre le domicile du ministre? C'est aussi une autre question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a des caméras de surveillance dans la zone? Les djihadistes qui sont venus par dizaines ou par centaines, comme on l'a dit, ils ont traversé combien de localités pour arriver jusqu'à Kati? Qui a pu prévenir? Qui a pu donner l'alerte? Est-ce que les gens les ont vus venir? Parce que les djihadistes, ils avancent en moto. Kati, ce n'est pas une brousse, ce n'est pas une forêt où les gens se cachent dans la forêt et puis ils attaquent par surprise. Ils ont traversé des agglomérations jusqu'à venir attaquer le quartier général où vivent les militaires. Est-ce que quelqu'un les a vus venir? Si quelqu'un les a vus venir, est-ce qu'ils ont lancé une alerte? Pourquoi on pose ce genre de questions? On pose ce genre de questions parce que je vous avais dit ici que les militaires, quand ils font des coups d'État, après, ils se bagarrent entre eux. Ils se bagarrent entre eux, même les civils, c'est pareil, ils se bagarrent entre eux, et à un moment donné, il se passe des choses que personne ne maîtrise. Et justement, le ministre de la Défense qui est décédé, qui est le numéro 2 de ce groupe-là, parce que ceux qui dirigent le Mali, c'est 5 colonels, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça, l'expression, c'est une pentarchie. Genre, vous voyez, on a un triumvirat, on a un quartio, on a un duo. Là, c'est une pentarchie. Une pentarchie, c'est une expression grecque qui veut dire un système de gouvernance dont la souveraineté se trouve aux mains de 5 personnes. C'est une expression religieuse qui remonte, je pense, au VIe siècle avec l'empereur Justinien et liée à l'Église. L'Église avec les 5 patriarcats, bon, ça, j'ouvre un peu la parenthèse pour ceux qui ont fait un peu l'histoire de la religion, pour les 5 patriarcats, vous pouvez vous renseigner. Donc, c'est une espèce de pentarchie, c'est-à-dire, c'est un système qui se repose sur 5 personnes, qui se trouve dans les mains de 5 personnes. Donc, il y a Séné Koïta, qui est le premier patron, il y a le ministre de la Défense, Sadio Camara, qui est le 2e patron, il y a le chef des renseignements, Modibo Koné, qui est le 3e patron, et il y a le 4e, il y a le 5e. Donc, ils étaient les 5 colonels, et puis après, ils sont devenus les 5 généraux. Donc, c'est une pentarchie.
Mais il s'est fait que dans la gouvernance, au niveau de ce groupe-là, il y a eu des dissensions entre le numéro 1 et le numéro 2. Et ces dissensions-là étaient liées à plusieurs facteurs. Et nous savons que le numéro 2, et c'est factuel, c'est l'architecte de l'arrivée de la Russie dans cette zone-là, parce qu'il a fait sa formation en Russie, il parle le russe, et c'est quelqu'un de très bien formé, et puis bon, c'est l'homme de confiance des Russes. Donc c'est lui qui, par son intermédiaire, que les Russes sont venus au Mali à travers Wagner et puis maintenant Africa Corps. Et ces Russes-là, ils sont à la fois sur le terrain en tant qu'instructeurs, mais ils sont aussi dans la sécurité rapprochée de Assimi Goïta, en tout cas quand ils étaient venus. Entre-temps, quand des dissensions sont apparues entre le numéro 1 et le numéro 2, le numéro 3 était du côté du numéro 1 contre le numéro 2. Donc le numéro 3, c'est le chef des renseignements. Donc au fil du temps, ils ont essayé d'affaiblir le numéro 2, donc Sadio Camara. Ils ont arrêté plusieurs de ses amis à travers des histoires de coups d'État. Donc ils sont en prison, les Dembélé, les Lema Sangara, tout ça, ce sont ces gars. Et on a créé une espèce de ministère de la défense parallèle, qu'on appelle le Conseil national de la défense à la présidence, où on prend les décisions. Et lui, il a commencé par protester. Et quand les dissensions ont commencé par s'installer, qu'est-ce qui s'est passé? On a sorti les Russes de la sécurité rapprochée de Assimi Goïta et ils sont allés chercher les Turcs avec Modibo Koné. Je pense qu'il y a les Togolais aussi en savent quelque chose. Donc, ils ont amené les Turcs pour mettre dans la sécurité rapprochée de Assimi Goïta et ils ont sorti les Russes qui sont, en tout cas, les gens de Sadio Camara. Donc, ça, c'est le numéro 3. Il semble qu'il est blessé, mais personne n'a aucune assurance. On dit qu'il est rentré chez lui. Et donc, et ça, c'est la première dissension. Donc, on a fait venir les Turcs et l'autre n'était pas très content que les Turcs soient arrivés parce qu'il est pro-russe. Et donc, on a éloigné les Russes de la sécurité rapprochée d'Assimi Goïta. Ensuite, il y a eu des problèmes au niveau même de la gestion du pays. Il y a une dame qui était au cœur aussi des malentendus entre eux, cette dame qui est partie de rien du tout, qui est très proche de Assimi Goïta, vous comprenez ce que je veux dire, qui est sortie de nulle part et qui a commencé par avoir des pouvoirs très importants, notamment les mines d'or, la vente de l'or à Dubaï, en passant par la Turquie et tout ça. Et cette dame a commencé par devenir une personne centrale dans les commandes d'armes, ce qui agaçait le ministre de la Défense, qui se dit, mais cette dame ne connaît rien des armes, pourquoi c'est elle qui doit être au cœur de tout le dispositif sécuritaire, aller commander des armes, tout ça. C'est factuel, vous pouvez aller vérifier ça au niveau de tous les confrères du Mali. C'est factuel, c'est des informations qui étaient sur la place publique depuis. Et donc cette dame-là, qui s'appelle Batouli Niane, qui, avant le coup d'État, n'était pas connue, assez connue au Mali, elle n'était personne. Elle était mariée à un type avant, après elle a quitté le monsieur et elle s'est rapprochée des officiers. Et je vais vous montrer comment cette dame a évolué. Avant que les militaires n'arrivent, si on peut voir l'autre photo de la dame, ça c'est cette dame, c'est sa photo actuelle, et ça c'est la dame. Et ce qu'elle était avant, et ce qu'elle était avant, et ce qu'elle est devenue après quand les militaires sont arrivés au pouvoir, quand elle s'est rapprochée des militaires. Donc ça c'est l'évolution corporelle de la dame, donc, que vous voyez à l'écran. Et donc, cette dame était au cœur aussi des dissensions qui s'installaient entre eux au niveau des officiers là-bas au Mali. Et donc, alors, comment se fait-il que dans cette attaque-là, telle qu'on l'a décrite d'envergure, c'est le ministre de la Défense qui était plus ou moins en bisbille avec le numéro 1, qui meurt subitement. Comment se fait-il que c'est lui? Comment se fait-il que c'est lui qui meurt? Et puis quand on dit qu'il a été sauté par... sa maison a été sautée par une voiture kamikaze, en termes d'enquête et tout ça, personne n'a vu, une carcasse de voiture, les lieux n'ont pas été sécurisés,
Il n'y a pas une police scientifique qui a collecté des éléments qui servent à faire une enquête. Tout ça constitue plus ou moins quelque chose d'assez flou qui s'est passé avec la mort de ce monsieur-là. Alors, au niveau des Maliens du site, les gens commençaient par émettre des hypothèses. Et quand vous vous retrouvez à la tête d'un pays avec 5 personnes qui commandent, à un moment donné, il y a des intérêts, il y a des clans, il y a des gens qui essaient de se piétiner et le pire peut arriver.